Monsieur Jean-Michel Moutama, bonjour. Bonjour. Vous conduisez la liste de la CGPER sur les élections de la Chambre d'agriculture, qui sont Oui. des élections un peu techniques. Mais à parallèle de ça, on a décidé d'en profiter pour avoir l'avis des agriculteurs sur l'évolution du monde agricole à La Réunion. Et ma première question, c'est comment ils vont les agriculteurs à La Réunion? Ben écoutez, en ce moment, ils vont mal, très très mal. Et quelle que soit la filière, hein, la filière principale, la filière canne, on voit, hein, les résultats sont là, les chiffres sont là. Depuis 4-5 ans, là, c'est une chute de la production chaque année. Oui. Et là, 2024, on a touché vraiment le fond. C'est la pire campagne qu'on a pu connue dans cette filière. C'est 1 337 000 tonnes de canne. C'est du jamais vu. Et de grosses incertitudes pèsent sur cette filière aujourd'hui. Voilà, donc... Mais pour donner une idée de l'ampleur, on était à un moment donné à plus de 2 millions, peut-être même 2,5 millions les plus grosses années. Ben oui, l'objectif, quand on a mis tous ces plans en place, moi j'ai connu le plan de modernisation de l'économie sucrière, le plan de consolidation de l'économie sucrière, le FEOGA, tout ça, et on parlait de 2 millions 100 du temps de plan de consolidation de l'économie sucrière, PCES, c'était 2 millions 100, 2 millions 200, FEOGA, après on a tablé 2 millions de tonnes de canne. Et on a fait 1 900 000 tonnes. Mais là, aujourd'hui, vraiment, on touche vraiment le fond. Là. Donc, il y a une grosse remise en question à faire. Et à quoi sont dues ces mauvaises campagnes? Je sais que pour le litchi, on m'avait expliqué l'an dernier que c'était le réchauffement climatique, expliqué que la floraison n'était pas bien faite. Est-ce que pour la canne, on peut aussi mettre ça sur le compte des changements climatiques actuels? Le changement climatique, il est pour quelque chose, hein, quel que soit là, même pour la filière canne, parce que bon, il y a les 2 dernières années là, on voit en janvier où l'ensoleillement n'y est pas, il n'y a que des couches nuageuses sur la Réunion, donc pour la photosynthèse, pour que la canne pousse, il faut de la lumière, et la lumière n'y est pas, donc c'est une des causes, mais c'est pas la principale cause. Donc aujourd'hui, sur la canne, on a de gros problèmes de normes, parce qu'au fur et à mesure, on enlève les molécules d'herbicides. Oui. À côté de ça, on n'a pas de main-d'œuvre, la main-d'œuvre diminue. La canne, il ne suffit pas de mettre de l'engrais pour faire pousser, il faut de l'entretien, et il y a de gros problèmes de main-d'œuvre. Donc accumuler tous ces facteurs font qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. Il y a eu aussi des normes d'augmentation d'intrants, des coûts des engrais, tout ça. Donc, je veux dire, il y a plein de facteurs qui font qu'aujourd'hui, cette canne est dans cette situation. Je reste sur la question du réchauffement climatique. Oui. A priori, ça va se traduire par peut-être une remontée des cultures dans les hauts de l'île plutôt que sur le littoral. Comment est-ce que l'agriculture réunionnaise peut s'engager dans une certaine transformation face au changement climatique? Ben, écoutez, ce qui est clair, c'est qu'il faut, dans les hauts, en fait, historiquement, on a concentré, par exemple, la zone de là où on est, chez Saint-Pierre, la zone du Bras de la Plaine, c'était un des premiers réseaux d'irrigation sur le territoire. Et aujourd'hui, on voit bien quasiment tout le littoral est irrigué, mais dans les hauts, c'est pas irrigué. On voit les périodes de sécheresse aussi. Il y a quand même des aménagements à faire, notamment en termes de stockage d'eau dans les hauts. Sur le tampon, c'est l'une des communes de l'île qui a déjà anticipé tout ça. Ils vont être bientôt à plus d'1 million de mètres cubes d'eau stockée sur leur territoire. Et aujourd'hui, les territoires des Hauts de l'Ouest doivent en faire autant. Les communes des Hauts de l'Ouest doivent anticiper tout ça et prendre le devant pour commencer à stocker de l'eau dans les hauts. Parce que sur le littoral, ça va être compliqué de produire du maraîchage. Voilà, donc par exemple, de l'élevage aussi, il faut alimenter les animaux en eau. Donc toutes ces problématiques-là, il faut qu'on y pense. Et ça, ce sont en collaboration avec nos politiques, parce que c'est eux qui détiennent, qui maîtrisent les fonds européens aujourd'hui, c'est eux qui dispatchent. Donc il y a quand même... et là où aujourd'hui, le rôle de la Chambre d'agriculture doit être vraiment, vraiment fort dans ces différentes discussions qui vont avoir lieu. Et pour revenir à la canne, Oui. la canne, ça a toujours été le pilier de l'agriculture réunionnaise, en tout cas depuis Oui, qu'elle a oui. été introduite ici. Oui. Son avenir est-il compromis? Comment vous voyez-vous l'avenir de la canne? Écoutez, il y aura toujours de la canne à La Réunion, mais peut-être plus dans ce modèle là où on a toujours connu, quoi. La canne pour faire du sucre, essentiellement que du sucre. Je pense que ça commence à arriver à atteindre ses limites. La canne, tout le monde parle de donner de la valeur ajoutée à la canne.
au produit de la canne. Oui, on est d'accord là-dessus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette valeur ajoutée-là, tout le monde en parle, n'arrive pas sur les exploitations. Elle arrive, c'est comme une maison, il y a plusieurs étages. Bon, il y a des planteurs, il y a la transformation, les usiniers, la vente, mais la plus-value qui est faite au troisième ou quatrième étage n'arrive pas au rez-de-chaussée, ou là où se trouvent les planteurs. Donc la problématique est là. Donc si c'est comme dans un château, si les fondations ne sont pas fortes, ben, ça risque de s'écrouler. Et là où nous, on tire la sonnette d'alarme, il faut absolument que l'agriculteur se retrouve financièrement notamment, dans ce travail-là. Donc aujourd'hui, il y a un gros manque de revenus, un gros manque de trésorerie sur les exploitations. Et comment la canne pourrait éventuellement se faire remplacer dans l'objectif de l'autonomie alimentaire de la Réunion? Je pense que c'est utopique de dire qu'on enlève la canne pour aller vers l'autonomie alimentaire de la Réunion. Il n'y a pas besoin d'enlever la canne. On a suffisamment de terres en friche. On a suffisamment, parce que, je prends un exemple, regardez, tout le monde, le légume qui est vraiment phare à La Réunion, c'est la tomate. Après un cyclone, on voit bien les prix de la tomate, ça peut monter en haut lieu. Mais là où aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'y a pas de cyclone, si quelqu'un arrache 2 ou 3 hectares de canne supplémentaires, il met 2 ou 3 hectares de tomates là d'un coup là, ben, c'est la surproduction totale. On n'a pas suffisamment de structure pour traiter ces tomates-là, en conserve ou en quoi que ce soit. Donc, je veux dire, il y a un gros manque d'infrastructures aujourd'hui pour aménager, pour traiter ces légumes qui vont arriver sur les marchés. La pomme de terre, par exemple. Aujourd'hui, la Maurice est autonome en pommes de terre. Pourquoi? Nous, à La Réunion, on ne l'est pas. C'est des problèmes de normes. Donc, je veux dire, ce n'est pas le problème de l'agriculteur. Techniquement, on peut le faire. Aujourd'hui, l'Europe on nous impose d'aller prendre des semences en métropole, en zone tempérée, pour venir planter en zone tropicale. Et Maurice, eux, ils s'approvisionnent soit en Afrique du Sud, soit en Australie, en semences. Donc, ce n'est pas du tout le même contexte. Et ces problèmes de normes-là jouent aussi on doit trouver des solutions pour notre souveraineté alimentaire, quoi. Oui, voilà, vous disiez c'est utopique l'autonomie alimentaire. J'ai bien compris qu'on peut quand même y arriver tout en laissant la canne, oui. Mais il y aurait des normes à changer. Ah, il y a plein de... Oui, il faut changer les normes. On ne peut plus, nous, à La Réunion, dans l'hémisphère sud, s'approvisionner uniquement en hémisphère nord, en métropole ou en Europe. Donc, je veux dire, il y a tout ça. Et donc, comme on l'a pu faire dans le bâtiment, j'ai vu prendre le bâtiment, ils ont une discussion avec l'Europe pour aller prendre des matériaux dans la zone où on se trouve. Et pourquoi pas dans l'agriculture? Et on peut le faire. Et concrètement, ça serait quoi les normes à changer? Écoutez, il ne faut pas qu'on on nous envoie directement sur l'Europe. Au niveau, par exemple, bon, c'est pas que je veux qu'on utilise absolument des produits phyto, mais on en a besoin aussi quand même, il faut le reconnaître. Et c'est pas intoxiquer la population. Mais aujourd'hui, on est en zone tropicale. Par exemple, je sais pas, on veut quand des décisions sont prises au niveau européen pour stopper tel ou tel produit. Aujourd'hui, on voit comment il fait chaud. En métropole, ils ont leur climat sont pas les mêmes. Là, ils ont une coupure, il fait tellement froid, il fait -2, -3. Les parasites, ils sont éliminés par la nature. Mais aujourd'hui, on n'a pas, nous, on a toute l'année, on a fait 23, 24, 25 degrés. Et nous, il faut qu'on fasse avec ça. Donc, au niveau mauvaises herbes, au niveau des produits phyto, au niveau des champignons, des virus et tout ça. Mais comment gérer ça? Aujourd'hui, on n'a pas les solutions. On n'a pas de solution. Si on avait des solutions, on nous dit qu'il faut enlever des produits phyto, ok, d'accord. Mais quelle alternative on nous propose aujourd'hui? Rien. Donc comment faire? Comment travailler? Parce qu'au oublier, on a l'agriculture, c'est aussi une entreprise qui emploie des gens, c'est une activité économique. Donc quelle activité économique peut tenir si on les enlève de quoi travailler? C'est un vaste sujet que ces produits phyto, parce que des forages d'eau potable ont dû être abandonnés à cause de la pollution des nappes phréatiques. Le CIRAD, récemment, dans un rapport, a relevé que la pollution aux produits phytosanitaires était chronique dans les cours d'eau du Sud. Et j'imagine, c'est parce qu'ils ont fait l'étude dans le Sud, mais s'ils la faisaient sur toute l'île, ça serait probablement partout. Et l'agriculture réunionnaise, comment elle peut réussir à rentrer dans ce débat-là? Pour l'instant, on a l'impression d'une sorte de déni, quoi. Oui,
Je prends par exemple de la fertilisation. Et donc, depuis Delus, on importe des produits chimiques pour fertiliser de l'azote, de l'urée, de la potasse, du phosphore, et tout ça, on importe ces chimiques. Or, on a un potentiel à La Réunion avec nos effluents d'élevage. Il y a possibilité de créer des usines de traitement de ces déchets, de ces effluents d'élevage, les mettre aux normes. Qu'est-ce qui nous manque à La Réunion? Si on ne peut pas comment disperser ça dans la nature, il faut quand même des normes à respecter. Et la seule usine, il n'y a aucun laboratoire à La Réunion pour justement dire si nos produits sont normés ou pas. On est obligé de partir envoyer des échantillons en métropole. Donc, on importe de la matière organique à La Réunion. On marche sur la tête. Donc, je veux dire, il y a des choix à faire, des choix à mettre sur la table, et ça peut être aussi que politique, parce que les sous, ce sont les politiques qui les maîtrisent. D'accord, il y aurait des méthodes, parce que il y a eu une première étude qui a relevé que les agriculteurs réunionnais pouvaient être victimes d'un syndrome lié à l'utilisation des produits phytosanitaires. Un truc qui touche le rein. Oui. Est-ce que l'agriculteur réunionnais souffre dans sa santé de mauvaise utilisation de produits? Écoutez, moi, je ne sais pas le pourcentage. Moi, effectivement, je connais des gens qui sont relativement jeunes, qui ont la maladie du Parkinson, je pense que, et qui utilisaient par le passé des produits phyto ou des herbicides, effectivement, sans protection. Parce que moi-même, j'ai un certain âge aujourd'hui. Quand j'ai débuté, quand j'avais 15-20 ans, j'ai vu mon papa utiliser des appareils à dos, utiliser des produits désherbés sans masque, sans protection, et les gens fumaient quand ils faisaient ça. Il y a des conséquences, parce que comme c'est un produit chimique, il y a absolument sûrement des conséquences. Mais ce qu'il faut dire aussi aujourd'hui, les choses ont évolué. Il y a des protections, il faut quand même avoir un certificat. On nous oblige maintenant à la profession de passer quand même quelques tests pour connaître vraiment, on nous fait connaître vraiment la dangerosité des produits. Oui. Il y a quand même, par rapport à ce qui se faisait par le passé, il y a quand même des avancées en termes de protection et tout ça, quoi. Voilà, là je parlais de la santé de l'agriculteur, je voudrais parler aussi de son statut, après un passé marqué par l'esclavage, puis par le colonat. Comment l'agriculteur réunionnais peut-il affirmer son épanouissement économique, voire son indépendance vis-à-vis de gros groupes? Il faut, de gros groupes, on pense toujours à la canne, voilà, le seul acheteur de nos produits à La Réunion, c'est le groupe Tereos. Il faut diversifier nos clients, entre guillemets. Il faut qu'il y ait une diversification. On le voit en le maraîchage. Quand un acheteur, on n'est pas d'accord sur un prix, on va faire un autre acheteur, on négocie. Mais pour la canne, quelle négociation on peut faire? On a un seul client, c'est Tereos. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. On est obligé de lui croire. C'est lui qui dit, voilà, il peut acheter à ce prix-là, pas à l'autre prix, mais sinon, donc c'est sa parole contre ça. Donc, il faut dire. Au-delà de la canne, je pensais aussi à l'Urcopa lors du conflit d'Evolis. Il y a eu beaucoup de critiques sur Urcopa et ses méthodes. Et pourtant, au départ, c'est le monde coopératif. Est-ce qu'on peut penser, comme ça a été dit, que l'Urcopa a été dévoyé dans sa mission d'être coopérative et serait plus au service des plus gros contre les petits? Moi, aujourd'hui, c'est vrai, c'est un constat. À la base même de la création de ces structures coopératives, notamment, je pense... Moi, j'ai des noms, M. Loulou Rivière, M. Harry Mondon, toutes ces personnes-là ont créé cette structure coopérative. Justement, l'état d'esprit d'aujourd'hui n'est pas la même qu'à cette époque-là. L'esprit coopératif, c'est de travailler en commun, en famille, réduire les coûts. Aujourd'hui, on voit ces structures coopératives, je ne vais pas citer de nom, mais il y en a qui ont des coffres forts vraiment pleins. On parle de 30-40 millions d'euros de stock. Oui, une situation de monopole. Et quand on voit les adhérents, la situation financière où se trouvent les adhérents, ça fait poser beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. Est-ce qu'on a créé énormément de filiales dans ces coopératives-là? Et donc, les producteurs qui sont à la base, sont eux qui sont à l'origine de la création de ces différentes filiales-là. Est-ce que les bénéfices que dégagent toutes ces filiales
qui ont été créés arrivent aux producteurs. Moi, je ne pense pas. Il y a des gens qui profitent quand même pas mal avec des indemnités, des salaires quand même énormes. Et quand on voit l'état de certains élevages, quand on voit la situation financière de certains éleveurs, ça fait quand même poser des questions. Et je pense qu'il y a certains qui doivent quand même, s'ils se regardent dans une glace le matin quand ils se réveillent, de se poser quand même certaines questions. Pourtant, le monde coopératif, ça marche normalement de manière démocratique. Il y a des adhérents qui votent et ils n'arrivent pas à se faire entendre. C'est là la grosse problématique, c'est que les adhérents sont dans une situation financière quand même très 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 difficile. Et quand ils voient, tu rouvres ta bouche, et ben, soit on enlève tes animaux 15 jours plus tard, donc tu as des frais supplémentaires, la qualité par exemple, de la production diminue, donc tu es toujours payé moins cher, ou bien il te manque des sous, tu vas faire dans un emprunt au lieu de partir à la banque, tu vas demander une avance en trésorerie à ta coopérative, mais on te tient comme ça. Donc aujourd'hui, moi je me pose la question, la coopérative doit être une famille. Les enfants des producteurs doivent s'épanouir dans la coopérative. Posez-vous la question aujourd'hui, combien d'enfants d'éleveurs travaillent dans le modèle coopératif? Eux, ils restent sur leurs exploitations, ils sont là pour produire. Or, pour moi, la coopérative, effectivement, qui est vraiment, il doit être vraiment une famille. Voilà, on doit accompagner l'éleveur dans sa vie personnelle, dans son évolution et tout ça. Et quand je vois l'état de certains éleveurs aujourd'hui, l'état mental ou l'état financier de leur exploitation, ça fait poser énormément de questions. Est-ce que ce modèle coopératif qu'on a connu à la base n'est pas arrivé à ses limites aujourd'hui? Donc, je veux dire, c'est les questions qu'ils doivent se poser, parce que sinon, ça risque d'exploser. Et donc, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a énormément de questions à se poser. Et question aménagement, comment peut-on protéger les terres agricoles face aux besoins de plus en plus croissants en matière de logement? Je pense notamment à la zone ouest, où il y a des projets de logement, des projets d'hôtels. Et comment l'agriculteur peut trouver sa place là-dedans? Comment protéger? Qu'est-ce que vous proposez? Écoutez, en tout cas, moi, ce que je peux proposer, c'est que quand même, il y a les élections de chambre d'agriculture aujourd'hui. La chambre d'agriculture ne doit plus doit évoluer aussi par rapport à tout ça. Et donc, moi, il est indispensable pour nous qu'on crée un pôle aménagement du territoire dans cette chambre consulaire, avec des éléments. Et quand il y a un projet d'aménagement, que ce soit dans une PCI ou dans une commune, que ce pôle environnement, ce pôle aménagement du territoire puisse accompagner ces collectivités dans leur développement. Parce que ce pôle aménagement du territoire, il connaît le monde agricole, quoi. Là où il y a les bonnes terres, là où il y a les terres irriguées, et il faut quand même éviter de partir là-dedans. Il faut conserver sans foncier. C'est difficile d'avoir de l'agriculture, mais il faut quand même qu'on travaille là-dessus, et ça va être le rôle pour moi d'une chambre. C'est le rôle pour moi d'une chambre d'agriculture aujourd'hui. Si vous créez ce pôle aménagement, qu'est-ce que vous allez ensuite attendre des pouvoirs publics pour qu'ils vous aident dans ce développement de l'agriculture, dans cette protection de l'agriculture? Aujourd'hui, il y a quand même une structure qui existe déjà de la part qui maîtrise, qui contrôle un peu, qui contrôle le foncier agricole, c'est la CDPENAF. On ne peut pas faire, quand une collectivité décide d'aménager son territoire, il y a quand même des avis qui sont donnés par la CDPENAF par exemple. Mais là, le seul petit problème aujourd'hui pour nous à la CDPENAF, c'est que le monde agricole, pour moi, n'est pas suffisamment représenté, quoi. Donc, je veux dire, nous, il faut absolument la voix de la Chambre d'agriculture ne doit pas être le monde agricole ne doit pas être uniquement représenté par la Chambre d'agriculture dans cette organisation-là. Il y a quand même des syndicats, parce que moi, aujourd'hui, mon souhait, c'est que l'ensemble des syndicats de l'île puissent être représentés dans cette commission-là. On voit bien, il y a des associations, il y a au moins 3 ou 4 associations de protection de la nature. On peut comprendre, mais le monde agricole, quand même, va savoir apporter. On peut nous dire que la Chambre d'agriculture est censée représenter le monde agricole, c'est vrai,
Moi, en tous les cas, je souhaiterais quand même l'élargir un peu plus pour avoir de la discussion, des débats, voilà, pour justement trouver apporter des avis sur des décisions qui vont être prises, qui vont être prises, quoi. En matière d'élevage, notamment l'élevage industriel, on constate au niveau mondial que c'est l'une des causes du réchauffement climatique, pour nourrir les animaux notamment. Comment rendre ce secteur plus vertueux à La Réunion? Écoutez, moi je pense que l'élevage à La Réunion, il y a encore moyen à développer de l'élevage à La Réunion. Déjà, quand je prends le cas du poulet ou du porc, on importe par exemple le poulet, on produit 19 000 tonnes de poulet et on importe encore 22 000 tonnes de poulet. Donc je veux dire, il y a possibilité de développement. Notamment, ça peut être les petites exploitations cannières qui ont des difficultés aujourd'hui. Par le passé, on nous a dit 4-5 hectares de canne pouvaient faire vivre une famille. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc je veux dire, avec une polyculture élevage, développement d'une polyculture élevage, poulet fermier ou bien porc plein air, il y a possibilité de le faire sur les petites exploitations. Donc, comment, en termes d'approvisionnement, je pense que ces petites exploitations-là peuvent produire l'alimentation pour ces petits élevages-là. Après, bon, effectivement... Actuellement, les élevages de porc ou de poulet, on peut considérer que certains sont à un niveau industriel en matière de concentration. Parce que là, on parle du bon poulet la cour, quoi. Mais, Oui. Bah, aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple du porc. On pourra plus, à l'allure où on va, on ne pourra plus installer des jeunes. C'est pas possible. On ne peut pas dire à un jeune, pour mettre 35 truies dans un bâtiment et élever la suite, qu'il faut investir 1 300 000 euros. Il faut lui donner un bout de corde avec. C'est pas possible. Comment, moi aujourd'hui, je suis sidéré on garde encore ce modèle-là. Dire aux gens, il faut investir 1 300 000 euros pour faire 135 truies, mais c'est déjà, avant de commencer, condamner le jeune. Donc, il faut qu'on arrive à changer de modèle. Ce modèle-là, avec des bâtiments beaucoup moins chers, des concentrations peut-être moins élevées. Donc, voilà, il y a un truc à revoir. Le poulet, pareil. On peut plus, on importe quand même encore 22 000 tonnes de poulet. Oui, congelé, c'est ça. Congelé. Aujourd'hui, on ne peut plus installer de jeunes agriculteurs à La Réunion pour faire du poulet. Pourquoi? Parce que l'usine de traitement des déchets à La Réunion est arrivée à saturation. Et constat, les conteneurs continuent à rentrer. Donc, c'est toujours des choix politiques qui font que soit on reste comme on est, soit on développe notre agriculture. Donc voilà, donc c'est mettre les... En tout cas, aujourd'hui, moi je pense que certaines personnes ne sont pas aux bonnes places. Sont pas aux bonnes places. Quoi. Donc, oui. Et souvent, manger bien, c'est manger cher. Donc à La Réunion, avec le taux de pauvreté, c'est pas évident. Pourtant, comment l'agriculture réunionnaise pourra un jour être capable de nourrir la population avec des produits sains et à un prix abordable? Aujourd'hui, on a une aide. L'Europe nous aide un peu là-dessus, notamment le modèle organisé. C'est les aides POSEI. Ces aides POSEI-là sont destinées aux groupements, aux gens qui s'organisent et tout ça. La base même de ces aides POSEI, c'était d'accompagner les structures pour arriver, pour au fur et à mesure, mettre en place les outils et tout ça. Et certains, je dis bien certains, pensent que le POSEI est une manne financière pour faire leur... pense que c'est... je sais pas comment on pense POSEI avant de penser au concret de la production. Voilà. On pense aide, combien d'aides qu'on va pouvoir gagner. Et il faut qu'ils se mettent dans la tête, c'est une aide à tout moment, avec les restrictions budgétaires qu'on a aujourd'hui au niveau européen ou au niveau national, ça risque de poser problème. On va dire, soit on diminue, soit on arrête. Donc il faut, aujourd'hui... On a vu il y a 2 ans de cela, quand il y a eu quand même une décision, je pense, de réduire un peu ces aides POSEI-là, il y a eu une montée globale de la production pays, production locale, pour dire non. Ok, dire non. Mais je leur dis aussi, messieurs de la production locale, il y a quand même des outils qui sont là depuis beaucoup d'années. Il y a des structures qui ont engrangé énormément de trésorerie,
Voilà, donc attention, il y a quand même... C'est l'un des biais du modèle agricole où on regarde plus voilà. l'aspect financier, l'aspect dossier, plutôt que ce qu'on va produire, ce qu'on va donner Donc, à manger. et ça, sur toutes les filières, je ne parle pas uniquement de l'élevage. Moi, je pense notamment à la canne. C'est un sujet. Aujourd'hui, la canne, on a une aide à la production qui, pour une aide de l'État et de l'Europe aussi, c'est pour 1 900 000 tonnes de canne. Tous les ans, que ce soit les plans, on perçoit un montant pour 1 900 000 tonnes de canne. Sauf que depuis 4-5 ans, on produit 1 500 000, 1 400 000, 1 300 000, 1 100 000. On a toujours le budget pour 1 900 000 tonnes de canne. Dans la discussion qu'on a eue dans la convention canne, on appelle ça les reliquats, on les redistribue aux planteurs. Dans la nouvelle convention, auparavant, non, c'était dispatché pour l'ensemble de la filière. Mais avec les restrictions budgétaires qu'on a aujourd'hui, moi, ma grosse inquiétude à ce niveau-là, c'est notamment sur la canne. Si on nous dit, ben, écoutez, messieurs, ben, on vous donne une aide à la production, uniquement sur la production réelle que vous avez fait, et ben, je vous dis, ça risque de poser beaucoup de problèmes à notre agriculture. Donc, parce que là, les gens sont en train d'attendre ces reliquats-là. Et donc, si on nous donne le budget uniquement pour la production qui a été faite, beaucoup de planteurs de canne seront dans des plus grosses difficultés qui sont encore aujourd'hui. D'accord. Et en une phrase de conclusion, Ouais. qu'est-ce qui fait que l'électeur agriculteur a plus intérêt à voter CGPER que UPNA ou bien que FDSEA? Ben écoutez, nous, à la CGPER, on essaie de sortir un langage de vérité. C'est un langage, je vous dis, il y a des sujets, il y a des dossiers importants. On n'est pas à la botte de qui que ce soit, contrairement à ce qu'on peut penser, certains peuvent penser. Nous, il y a un sujet, on est franc, quoi. Il y a un problème, on le met sur la table et on essaie de trouver des solutions. On n'est pas là pour, il y a, je vous l'ai dit, le problème de la canne, le problème de l'élevage, toutes ces problématiques-là sont là, il faut absolument les mettre sur la table. Et nous, ben, notre équipe, on les mettra sur la table, ces sujets-là, et on ira discuter. Et surtout, nous, ce qu'on souhaite, c'est redonner à cette chambre d'agriculture-là, être la voix de l'agriculture réunionnaise. Elle n'était plus par le passé. C'était accaparé par une petite minorité. Aujourd'hui, l'agriculture réunionnaise, c'est la chambre consulaire, c'est l'ensemble des agriculteurs réunionnais, et c'est la chambre d'agriculture qui doit porter la voix, notre voix, que ce soit au niveau européen, au niveau national, ou avec nos collectivités locales. Eh bien, merci. De rien. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.